bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité. Merci à Laurent pour cette présentation. Ce magazine Santé et Spiritualité aujourd'hui organisé par Alexandre, mais animé surtout par Frédéric Dauterive qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, bienvenue sur notre antenne. Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez pas ? Parfaitement. Très bien, merci. Mais je viens juste de régler le son, il était baissé à 0. Et j'ai eu l'intuition à un moment donné de tripoter au bouton. C'est ce que je vous avais dit, vous pouvez monter votre volume. Mais je pensais qu'au départ le volume était déjà, on va dire, actif. Non, c'est... Voilà. Non, ce n'était pas le cas. Ça vous a pas étonné, une radio silencieuse avec aucun son ? Mais voilà, j'ai eu mon intuition a dit va toucher au bouton et d'un seul coup j'y ai tripoté, je me suis dit bah oui, j'ai bien fait. Frédéric Dauterive, astrologue karmique, sophrologue, vous êtes aussi psychomaïoticien. On va en parler dans quelques instants de tout cela. C'est aussi d'ailleurs ce qui va faire notre émission. Ce sont ces sujets que nous allons détailler, car évidemment c'est ce que vous pratiquez, mais ce sont des sujets très importants qu'on va pouvoir mettre en avant pour nos auditeurs aujourd'hui, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, et puis pour ces techniques dont ils ont peut-être entendu parler déjà, mais pas assez en détail. Et je sais qu'aujourd'hui vous souhaitez appuyer assez longuement sur l'astrologie karmique pour bien expliquer à nos auditeurs ce qu'il y a différents types d'astrologie. Effectivement, vous allez bien définir la vôtre. Absolument. Frédéric Dauterive, avant cela et pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui, je vous demandais de vous présenter à votre manière en mettant en avant les détails ou les points importants de votre existence ou de votre parcours professionnel. Alors voilà, c'est pas très compliqué, je suis un homme tout à fait ce qu'il y a de plus ordinaire en fait. Comme tout le monde, je suis né, comme tout le monde, j'ai eu des parents, comme tout le monde, une trajectoire plus ou moins chaotique. Donc de ce point de vue-là, je ne me différencie pas du tout par rapport à ceux qui nous écoutent par exemple. Ce qui a fait la particularité après de mon chemin et de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est simplement en effet ça tient sur le principe d'avoir fait en effet un travail sur moi, mais un travail qui était devenu impérieux parce que si parfois en effet dans le parcours des gens il arrive en effet que les gens arrivent à se satisfaire plus ou moins, en tous les cas ne pas savoir comment faire avec leur souffrance, si ce n'est que de la subir sans trop vraiment savoir comment s'en départir. Moi j'ai fait le choix à un moment donné, parce que ce n'était plus possible autrement, j'ai fait le choix en effet de me mettre, d'être mis en face de ma souffrance plutôt, et de commencer à me dire maintenant qu'est-ce que j'en fais, parce que c'était devenu insupportable tout simplement. Et c'est là qu'en fait, je dirais, l'exploration intérieure a commencé. Voilà, donc ça a commencé en 95. J'ai failli mourir d'une grave pathologie. Et jusqu'ici, j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je subissais à la fois les événements, mes choix, en réaction, ou mes choix qui en fait me revenaient en boomerang et où je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai subi un peu tout ça, c'est-à-dire l'éducation, le conditionnement, voilà, comme tout le monde finalement, tout le monde subit son conditionnement, sauf qu'en 95, là la souffrance était devenue tellement énorme que je pouvais plus la nier, je pouvais plus trouver des subterfuges pour la fuir, c'était plus possible. Donc c'est là que mon cheminement a vraiment commencé, parce que avant cette date-là, j'avais fait un CAP coiffure, voilà, j'avais eu une carrière contrariée de juge pour enfants. C'est ce que je voulais faire au début. Mais voilà, j'avais pas un niveau mathématique suffisant. Donc ce qui fait que fin seconde, on m'a remercié, quoi. En gros, c'était ça. Et donc j'ai dû suivre un autre parcours où je me suis vraiment épanoui.
vraiment parce que je suis quelqu'un de passionné, donc forcément on s'épanouit à travers la passion, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, et finalement j'ai eu la maîtrise de mon métier 10 ans après et j'étais très heureux. Et voilà, sauf que les choses m'ont un peu rattrapé aussi et j'ai failli mourir vraiment d'une grave pathologie en janvier 95. Donc non content de me voir en effet décrépir vitesse grand V, j'étais en plus submergé par des souffrances passées qui revenaient et qui frappaient très fort à la porte. Donc ce que je suis devenu aujourd'hui en tant que thérapeute, je le dois simplement en effet à ce travail qui a été finalement depuis 95 une succession de changements et de modifications de mon système de pensée. Donc ce qui prouve bien que on devient ce qu'on doit devenir, ce qu'on est, même je dirais pratiquement, parce que à un moment donné, les circonstances vous y poussent. Et moi, les circonstances m'ont amené à découvrir quelqu'un que je ne subodorais même pas devenir en 95. J'étais loin de m'imaginer cette sensibilité que j'avais. Je savais que je l'avais, mais pas à ce point-là. Je n'imaginais même pas les capacités de réflexion que j'ai pu développer par la suite. Mes capacités, encore une fois, de sensibilité, de perception, d'écoute, j'avais pas tout ça. Et encore une fois, c'est pas seulement le fait d'avoir été formé en sophrologie ou en astrologie qui ont suffi, encore une fois, à être qui je suis aujourd'hui. Voilà. Alors c'est une question assez dure, mais est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vos problèmes de santé ont en quelque sorte été une chance? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ou pas? C'est ça, oui, bien sûr. Ouais. Vous avez le droit, Alexandre, d'aller jusque-là. D'accord. C'est une radio libre, enfin j'espère, en parole en tous les cas, et avec moi de toute façon. Ouais, mais quand on parle d'humain à humain, non, bien sûr. Après, si c'est comme je dis souvent, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont. Voilà, quand on pose des questions, il faut juste assumer les réponses qu'on doit entendre. Voilà, donc oui, ça a été un véritable tremplin pour découvrir en fait ce que j'appellerais aujourd'hui, pas spécialement me concernant moi, mais concernant l'humanité entière, l'être lumineux, que nous sommes. J'allais dire qu'il nous habite, c'est faux, c'est que nous sommes. Voilà, et je m'inclus dedans, je ne fais pas une exclusivité de ça, parce que je me dis que ce chemin qui a été le mien, d'autres peuvent le faire et découvrir des choses sur eux-mêmes et surtout une capacité à être autant qu'à faire, parce que c'est très important, les deux plans sont très importants, et aujourd'hui on axe trop les choses sur le faire et l'avoir, et on oublie que le bonheur c'est juste un héritage qu'on a déjà, et ça j'ai découvert ça. Voilà. Et hélas, en tant que être humain quotidien, on n'a pas ni les forces ni le courage pour faire ces choses avant d'y être obligé. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est encore ce que je disais justement en préambule au début de l'émission, avant que les gens m'entendent chantonner en faisant la sourde oreille, enfin, ce qu'ils croyaient. Oui, c'est ce que je disais, c'est que à un moment donné, la souffrance vient vraiment frapper à la porte d'une manière plus ou moins violente. C'est souvent d'ailleurs avec des circonstances, par le biais de circonstances, qui fait qu'à un moment donné, le trop-plein est atteint. Alors évidemment, on a toujours le choix, ça c'est le libre arbitre qu'on nous a donné. Vous avez le choix ou de fuir votre souffrance, ou de dire je vais l'affronter. Alors fuir la souffrance, c'est toujours plus simple et toujours plus rapide. Mais le problème, c'est qu'on ne fait que l'accumuler. Voilà. Donc, on peut très bien, en effet, se distraire au casino, avec les jeux sur Internet. On peut se distraire dans des relations amoureuses. On peut se distraire à remplir son estomac, à faire beaucoup de choses comme ça, à travers la sexualité. Enfin, tous les plaisirs terrestres, finalement. Oui, on peut passer son temps à fuir, sauf qu'un jour... la malle, exactement comme peau d'âne, nous suit, et de toute façon, elle finit toujours par être là. Donc si on peut la contenir pendant des années et des années, tant mieux. Sauf qu'au bout d'un moment, de toute façon, on n'aura plus l'énergie pour ça.
Donc c'est là où faut pas espérer trop essayer de s'en départir en la niant, parce que de toute façon, elle reviendra avec le manque d'énergie d'une manière encore plus puissante. Comment jugez-vous l'être que vous étiez auparavant, avant de commencer à travailler sur vous? Oh Dieu. J'étais odieux parce que je savais pas gérer ma sensibilité, c'était ça surtout. Je ne savais pas, voilà, le moindre des choses pouvait m'offenser, me blesser, et du coup je surréagissais. Et donc je devenais j'étais à la fois, quand on ne marchait pas sur les pieds, un individu assez calme, assez réceptif et finalement assez doux. Jusqu'au moment où j'estimais qu'on me marchait un peu trop sur les pieds, et là en fait c'était juste, je devenais juste imbuvable. Donc les gens découvraient d'un seul coup un autre personnage, Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Alors, vous parliez justement du changement, de ce changement de cap, cette prise de conscience des autres. Lorsque on utilise son existence à se distraire, finalement c'est assez simple parce qu'on porte pas vraiment de jugement ou des jugements assez rapides. Et puis on continue son existence. Quand on se met à s'intéresser à soi-même et aux autres, on peut aussi découvrir un côté de l'humanité assez déplaisant et se rendre compte que on n'est pas entouré uniquement de soleil radieux. Ça aussi, ça doit être difficile à gérer cette prise de conscience et de ne pas tomber dans le jugement du coup. Oui, voilà, le tout c'est de ne pas tomber dans le jugement, parce que moi en bonne vierge que j'étais en capacité naturelle de poser des étiquettes sur tout. Parce que la Vierge a besoin de ça pour se rassurer. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on continue à poser des étiquettes. Parce qu'on aime bien que les choses soient fixées une bonne fois pour toutes. Et donc les jugements de la Vierge servent à ça, en fait, à rassurer la Vierge en disant voilà, les choses, lui il est comme ça, et puis voilà, et puis jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'il est aussi autrement. Ah, on enlève l'étiquette, on en remet une autre. Oui, après l'humanité elle est ce qu'elle est, et finalement quand on a dépassé le stade de se juger soi-même, parce qu'on se rend compte qu'en fait ça ne sert à rien, tout simplement, c'est totalement inutile et stérile surtout. Du coup, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on approche une forme de lucidité. On se dit, ce qui est important, c'est pas tant de juger ce qui se passe en soi ou à l'extérieur de soi. L'important, c'est peut-être de rester en contact avec ce qui est, parce que ça fait avancer le schmilblick, tout simplement, et que du coup, en ne posant pas de jugement, on garde cette ouverture d'esprit et l'ouverture tout court. Donc ce qui fait que on en arrive à apprécier les gens tels qu'ils sont. On se dit, voilà, même quelqu'un qui au départ est détestable, on se dit, bon, il en est là dans son cheminement, ne lui fermons pas la porte, ne le condamnons pas, quoi, parce que de toute façon, il en est là, voilà, comme moi j'ai été là aussi à un stade, et que peut-être que j'aurais aimé quelqu'un en face de moi, trouver quelqu'un en face de moi qui soit compatissant, et qui m'amène à faire un pas de plus pour être davantage conscient. Ne pas juger la personne à ce moment-là, ça ne veut pas forcément dire non plus tout accepter de cette personne. On peut s'en écarter le temps qu'elle avance. Oui, enfin s'en écarter, c'est peut-être même pas le sujet, c'est simplement mettre des limites. On n'est pas forcément dans le jugement, on met simplement des limites, c'est tout. Oui, voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant. Ne pas être dans le jugement, ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir d'opinion et rester. Voilà. Non, on en a des opinions. Non, on en a bien sûr, mais et si on juge quelqu'un, encore une fois, on le fait en toute conscience, c'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'on le fait. Voilà. C'est comme l'égoïsme. Moi, j'en vois combien dans le cabinet qui ont une vision de l'égoïsme qui est mais juste pas possible. On leur parlerait de Satan, ça serait pareil, quoi. Enfin, de la façon dont ils m'en parlent, c'est exactement la même chose. Ils bannissent l'ego de manière tellement rapide. Ça, c'est pas bon. L'ego n'est pas bon. Le moi n'est pas bon. Oui, mais en même temps, quand vous désirez quelqu'un ou quelque chose, qui est en train de désirer ? C'est le moi. On est bien d'accord. Donc, il faut bien quelque chose pour fonctionner. Maintenant, si en effet vous avez conscience à un moment donné d'être égoïste et de penser à vous, faites-le consciemment. Voilà. Et puis si à un moment donné vous voulez penser à quelqu'un d'autre, faites-le consciemment. Voilà. Et si vous voulez vous oublier, faites-le consciemment. Le tout de ne pas faire les choses automatiquement ou par réaction. Nous vivons actuellement et depuis quelques années des temps très particuliers où les repères sont perdus. Il y a des repères qui se perdent, d'autres qui se retrouvent, etc. Ça bouge beaucoup. Par rapport aux personnes qui viennent vous voir, Frédéric Dautrive, est-ce que vous avez noté, des problèmes récurrents? Est-ce qu'on vient vous voir pour un mal-être lié à la société, un problème lié au stress,
des problèmes d'entente avec ses proches. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient ou est-ce que c'est très varié? C'est assez varié. Mhm. Moi, je sais que j'ai des cas assez variés. La plupart du temps, les problèmes j'allais dire, qui sont récurrents, c'est soit des problèmes de relations liés à soi, soit c'est des problèmes de relations liés à l'autre ou aux événements, Ce qui finalement est lié. ou à des situations. Moi, je dis, on est toujours en relation avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà, on n'arrive pas tout seul au travail à réussir au boulot, c'est pas possible. On a été d'abord en relation avec un professeur, ensuite avec un patron, avec des employés, avec des subalternes, peu importe, on est toujours en relation avec quelqu'un, on n'arrive pas tout seul quelque part. Donc on est toujours en relation avec quelqu'un ou quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'est ma compréhension. Moi, je me dis, on est toujours en relation à quelque chose, une relation. On est en relation à une croyance, on est en relation à une certitude. On est en relation avec quelqu'un, avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec son patron, avec sa copine, son copain, son voisin, sa voisine. Donc c'est ça que moi je vois surtout en récurrence. Donc après évidemment ça prend des formes forcément très différentes puisque les humains sont à chaque fois très différents. Mais ce qu'il y a en commun, j'allais dire, avec toutes ces personnes qui m'écoutent là ce soir et qui viennent en cabinet, c'est toujours on n'a pas plusieurs mentales, on n'en a qu'un. Et que les problèmes que je rencontre, c'est toujours le mental qui dit que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ont été. C'est intéressant, le problème lié à soi, les problèmes, les gens viennent parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas rond, ou en tout cas ne marche pas droit dans leur existence, qu'ils sont pas sur leur chemin, sur leur route. Et on a l'impression que de plus en plus de personnes, je le vois avec les émissions Santé Spiritualité, Oui. ou en discutant avec des proches, de plus en plus de personnes se posent cette question de savoir s'ils sont effectivement sur la bonne route. On parle même pas de bonne route professionnelle, hein, on parle peut-être même pas de bonne route affective, mais leur bonne route pour s'épanouir. Et cette notion d'épanouissement, moi je l'ai vu arriver doucement, et quand je suis arrivé dans cette radio il y a une quinzaine d'années, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, et j'ai vraiment cette impression que les choses avancent de ce côté-là. Vous le ressentez aussi? Mais parce qu'on est obligé. On est forcément contraint là. On arrive dans le rouge au niveau du fonctionnement de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si au départ on pouvait se permettre de polluer, ça n'avait pas grande incidence, ou de polluer son corps, ça n'avait pas grande incidence non plus, sauf qu'à un moment donné, quand son corps va pas bien, quand on le pollue davantage, ça va encore plus mal, et ben là on arrive dans le rouge. C'est-à-dire que le moindre écart qu'on peut faire à tout niveau, il y avait une émission avant sur l'économie, c'est pareil, le moindre écart sur l'économie, le moindre écart sur l'écologie, ça prend des proportions énormes, parce que la planète, là, aujourd'hui, elle est juste saturée. Donc, à un moment donné, c'est pas compliqué, comme disait Eckhart Tolle, où on évolue, où on meurt. Ça, voilà, c'est simple, comme bonjour. Et ce qui veut pas dire simpliste, c'est simple. Voilà. Et en effet, là, on arrive à un stade où l'humanité est contrainte d'évoluer. Il y a deux manières, je crois les bouddhistes disaient, il y a deux manières d'évoluer, par la sagesse ou par la souffrance. À vous de choisir. Cela me paraît être le moment idéal, Frédéric Dautrive, pour lire ce texte que vous avez amené. Ce texte, de qui sont les mots que je vais lire? Dalai Lama. Dalai Lama. Prends soin de tes pensées parce qu'elles deviendront des mots. Prends soin de tes mots parce qu'ils deviendront actions. Prends soin de tes actions parce qu'elles deviendront habitudes. Prends soin de tes habitudes parce qu'elles formeront ton caractère. Prends soin de ton caractère parce qu'il formera ton destin, et ton destin sera ta vie. Et voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe au niveau mental. Si on pouvait faire un résumé du Dalai Lama, c'est prends soin de tes pensées parce qu'elles deviendront ta vie et ton destin. C'est exactement ça. Donc, ce qui est pour moi important aujourd'hui dans mon travail, que ce soit en sophrologie, en astrologie ou en psychomaïotique, ça tourne toujours autour de ça. Il y a pour moi, ce que vient de décrire le Dalai Lama à travers les écrits que vous avez lus, c'est exactement le karma en action. Donc le karma, faut pas chercher des trucs très compliqués. C'est une façon de penser, en effet, entraîne derrière un destin.
Voilà. Et ça, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est appréhendable par tout le monde, et en même temps, chacun a le pouvoir, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec ce principe, chacun a le pouvoir, en effet, de voir ce qui se passe en lui. Nous créons des possibles. Tous les possibles, oui, absolument. Après, les possibles, en effet, sont ce qu'ils sont en fonction de la nature des pensées. Voilà. C'est toujours la même histoire. On revient à chaque fois à la source. Si c'est ça que vous vouliez... Je veux dire qu'on envoyait des bulles de pensée, des bulles de futur possibles, et on fait en sorte de les réaliser. On leur crée, on crée une entité, on leur crée une identité, et puis après on avance avec. Oui, là c'est surtout encore une fois, là quand je dis les pensées, c'est surtout enfin, encore une fois, on refait appel à tout ce conditionnement. C'est-à-dire que si on laisse agir tout seul en roue libre ce conditionnement, c'est évident qu'il va y avoir des choses qui vont se répéter. Ben ça, en même temps, l'avenir, il est tout tracé. Seulement, ce conditionnement nous limite, c'est évident. On a un potentiel qui est énorme. Quand je disais que nous sommes des êtres lumineux, c'est pas seulement lumineux, hein. C'est simplement qu'on a un potentiel illimité qui est énorme, dont les gens n'ont pas conscience parce qu'ils sont embarrassés, voire même, dans l'embarras avec leur conditionnement. Donc, tracer son futur consiste d'abord à se débarrasser de son conditionnement, parce que de toute façon, l'être humain régit sa vie quand même à 95% à partir de son conditionnement. Il reste plus que 5% de créativité. Donc, comment on fait la différence entre les deux ? C'est pas très compliqué. Moi, j'ai ma petite explication sur le sujet. Dès qu'on rentre en réaction à quelqu'un ou à quelque chose, le conditionnement est en train de s'exprimer. Voilà. Donc on rentre dans cette zone de 95% d'inconscient, donc de conditionnement. Pour moi, ego, conditionnement, inconscient, ça ne fait qu'un. On parle de la même chose sous des appellations différentes. Ensuite, en effet, le travail, je dirais, consiste en effet à détricoter le conditionnement de façon à revenir de plus en plus dans le moment présent, parce que le mental, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il s'amuse à se projeter soit dans le futur, soit dans le passé m'a pas plu, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et du coup se projette dans le futur en fonction d'un vécu, d'un parcours, en disant, moi je veux pas reproduire telle chose, je ne veux pas que ça se refasse comme ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vieillir en étant malade, je ne veux pas vieillir en étant ceci, je ne veux pas cela, Mais si ça fonctionnait comme ça, les choses, ça serait super simple. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas à coup de je veux ou je veux pas. Parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que oui, la partie consciente, c'est ce que je disais à l'émission précédente, mais je vais quand même le redire, hein, c'est pas grave, enseigner c'est répéter. Je disais à l'émission précédente, à un moment donné, si on demande aux gens si vous voulez être heureux, épanoui dans votre boulot, etc., mais tout le monde répond oui. Enfin, personne ne va pas répondre non. Consciemment, tout le monde dit oui. Évidemment qu'on veut tous être heureux, libre, se sentir libre intérieurement de qui on veut être, de la façon dont on veut réagir, etc. Oui, on veut être tous épanouis, oui, on veut tous aspirer au bonheur, seulement que dit le conditionnement derrière ? Si à un moment donné l'enfant a été tapé, et en plus qu'on lui a dit t'es une mauvaise personne, t'es incapable, t'es bon à rien, parce que ça en cabinet, mais j'en ai des tas, hein. Et c'est ça qui pose problème. Et du coup, comment se projeter dans le futur si à un moment donné le conditionnement est toujours là ? Mais la personne tourne en boucle, c'est-à-dire qu'elle échoue dans tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est persuadée en effet qu'elle n'arrivera jamais à terme de ce qu'elle veut entreprendre. C'est tout simple, c'est ça le karma. C'est pas plus compliqué que ça. Vous comprenez que ça peut faire peur à certaines personnes justement de se libérer de ce conditionnement. Et j'imagine que vous en croisez, même si elles viennent vous voir. C'est des personnes qui, lorsque vous parlez de cela, se disent mais où vont être mes repères ? Oui, parce que le problème en effet chez certains, je dis bien chez certains, c'est pas chez tout le monde, hein. Chez certains en effet c'est la recherche de la sécurité. Voilà. Donc ce qui fait que quand on va faire un travail, il y a une partie en effet consciente, encore une fois, qui veut se débarrasser de tout ça, mais la partie inconsciente qui elle en fait résiste parce que ce qu'elle cherche c'est la sécurité et qu'elle se sent en insécurité avec le changement. Mais il faut qu'on a repéré ça, encore une fois,
quand le problème est repéré, une fois que la personne en est consciente, on continue le travail, parce qu'il faut que le désir soit plus puissant que la peur. Justement, cette fameuse peur, je reste sur le même sujet, est-ce que des personnes qui veulent ce changement n'ont pas cette peur de se rendre compte, on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure tous les deux, qu'ils vont peut-être mettre de côté leurs amis, qui étaient leurs amis depuis des années, parce qu'ils vont ouvrir les yeux sur finalement des relations qui ne leur convenaient pas, ou ne plus parler à leur famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cette peur ne germe pas chez chacun d'entre nous d'ailleurs, hein, parce que quand on regarde les choses en face, tout change. Oui. Pour moi, la peur ne doit pas amener la personne à se couper ou à rejeter systématiquement les gens du passé. En tous les cas, pas de manière réactive, parce que là encore une fois, si on est dans la réaction, on est encore dans le conditionnement. Et on écoute la mauvaise partie en soi. Maintenant, en effet, quand on évolue, moi, en ce qui me concerne, il est hors de question, en évoluant, de rejeter père et mère. C'est tout le contraire. Moi, je me suis rapproché davantage de mon père et de ma mère parce que je les ai acceptés comme ils étaient et que je me suis aperçu a posteriori que tout ce qu'ils avaient été, tout ce qu'ils avaient fait m'avait amené à être ce que je suis devenu. Alors certes, oui, bon, ils m'ont transmis leur propre conditionnement, leur propre peur, leur propre violence, leurs propres problèmes, etc., etc. Mais une fois qu'on est adulte, on fait le choix de s'en départir. Qui nous oblige à les nourrir, tout ça. Et c'est vrai que le chemin du pardon, encore une fois, c'est pas je te pardonne, c'est un chemin de compréhension, voilà, qui amène au pardon. Pardon, c'est pas je dirais presque c'est un aboutissement, c'est pas un moyen, c'est un but, c'est pas un moyen, voilà. Et donc pour moi, le travail sur soi, de toute façon, doit forcément de toute manière développer cette capacité à nous aimer, à aimer de manière avec un grand A, et à aimer à la fois son passé, ce qu'on est sur le moment, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a eu le sentiment d'échouer. Et ça doit permettre en effet aussi d'accepter et d'aimer les amis qui nous ont accompagnés durant tout ce temps. Après, en effet, on est capable d'évaluer ou d'avoir un discernement suffisant pour dire, voilà, quelle est la partie nocive de cette personne, de cet ami ou de cet ami que je connais, et quelle est la partie nocive, quelle est la partie bonne. Est-ce que la partie nocive est beaucoup plus prépondérante ou est-ce que c'est l'inverse? Et du coup, on fait un choix éclairé, on n'est pas dans la réaction encore une fois. On se dit, bon ben voilà, on se dit je l'aime bien, j'ai des sentiments pour elle ou pour lui, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ça... Moi je sais pas, il doit y avoir quand même, malgré tout, avec le travail sur soi, encore une fois, cette capacité de compassion et de... Ça va au-delà de la tolérance, enfin, bon, ça va avec la tolérance si on veut, mais en tous les cas, de toute façon, il doit y avoir cet aspect de tolérance. En même temps, c'est une personne qui vous a accompagné durant votre vie. Après, j'ai tendance à dire qu'avec l'évolution, c'est elles en fait qui choisissent de partir toutes seules. Oui, voilà, parce qu'elles n'arrivent pas à suivre. Non, parce que la différence, c'est effectivement lorsqu'on évolue, lorsqu'on vieillit, c'est que au fil du temps, des personnes disparaissent, d'autres apparaissent, ça prend le temps. Lorsqu'on commence un travail sur nous-mêmes et qu'on se pose les questions sans attendre des accidents de la vie, une engueulade, pour pas être trivial, ou un problème d'argent ou autre, qui fait que on se confronte à la personne et on la regarde vraiment. Là, on se pose des questions nous-mêmes et en quelques mois, on peut changer radicalement, alors que sinon, ça aurait pris 10 ans, 15 ans. Et c'est ça qui fait qu'on peut se poser des questions sur ce genre d'exercice. Frédéric Dautrive, nous allons ouvrir le premier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité, et après, nous parlerons astrologie karmique, sophrologie et psycho-maïeuticien. Et c'est vous qui allez nous en parler, et nos auditeurs seront invités à notre retour à l'antenne après cet espace promotionnel à mener cette interview en ma compagnie. Ce sera au 08 92 23 95 20. Mais avant cela, premier espace promotionnel de cette émission. C'est Frédéric Dautrive qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité.
Pour le joindre, un numéro de téléphone fixe tout d'abord, qui est le 01 71 75 61 95. Je répète, 01 71 75 61 95, ainsi que le 07 81 50 22 70. 07 81 50 22 70. Il est astrologue karmique, il est sophrologue, il pratique le psychomagnéticien, j'ai du mal à le prononcer, c'est un nouveau mot pour moi, et vous pouvez retrouver toutes les informations données pendant cette émission et bien d'autres encore sur son site internet, c'est le www.chemindéveil, c'est tout lié, chemindéveil.com, et son mail frédéricdauterive@free.fr. Là aussi, c'est tout lié. frédéricdauterive@free.fr. Fin de ce premier espace promotionnel. Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Frédéric Dauterive. Vous pouvez mener cette interview en ma compagnie en composant le 08 92 23 95 20. Frédéric, par quel sujet souhaitez-vous commencer? L'astrologie karmique, la sophrologie, le maïoticien? Oui. On va commencer par l'astrologie karmique. L'astrologie karmique, très bien. Alors, ça a été quasiment ma première discipline. Parce que ma pathologie en 95 en fait a eu des conséquences sur mon organisme, puisque j'ai failli en effet perdre la vue et que pendant quelques années j'ai eu un laps de temps où je ne savais plus comment me projeter parce que je ne savais pas si j'allais devenir aveugle ou pas. Et en même temps, c'était une discipline que j'avais abordée dès l'âge de 17 ans. J'ai 47 ans, faites le calcul. Donc j'ai finalement, au départ j'étais autodidacte, je m'intéressais à l'astrologie karmique et pas n'importe laquelle, en fait l'astrologie d'évolution d'Irène Andrieux, qui est une des écoles pour moi les plus difficiles qui soient, parce qu'en même temps elle exige un travail sur soi important, elle ne fait pas qu'enseigner un savoir, une connaissance, cette école demande impérativement en effet une capacité à se remettre en question, et à être évidemment de plus en plus lucide sur soi-même. C'est la seule école, à ma connaissance, qui fasse ça sur Paris, qui demande ce niveau d'exigence-là. Donc j'avais exploré tout seul à partir de 17 ans cette astrologie-là, et puis vers les années 2004, 2007, 2006, je crois 2005, j'ai commencé en effet à me dire ma connaissance en astrologie telle qu'elle est aujourd'hui ne me suffit pas, il faut que j'approfondisse. Donc du coup j'ai fait en effet une formation dans cette école-là, l'astrologie d'évolution, et du coup j'y ai passé 5 ans. Voilà, normalement c'est 3 ans, après les 2 années de plus ça a été mon choix. Et pourquoi cette forme d'astrologie m'a particulièrement parlé? Parce qu'il y a d'autres écoles d'astrologie karmique. C'est parce que Irène Andrieux a fait un travail en profondeur justement sur la psychologie de l'individu et qu'elle met en lien les planètes non seulement par rapport à un fonctionnement de pensée, ce qui est très important, puisqu'on retombe un peu dans ce qu'on disait au début de l'émission, une pensée entraîne un destin, et on comprend mieux après comment en effet par rapport à un thème ça parle. Donc il y a cet aspect-là. Les autres aspects sont que des planètes aussi représentent l'arbre généalogique familial. Donc c'est très intéressant. Quand on regarde Saturne dans un thème, on ne fait pas que regarder Saturne en tant que planète. On sait qu'il représente aussi quelqu'un au niveau de l'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il peut représenter en effet, et il représente bien souvent d'une manière symbolique le père. Et en même temps, par la suite, quand on devient papa, il nous représente en tant que père. Donc c'est très intéressant parce que du coup ça permet en effet de situer les discours. Si quelqu'un vient me voir en cabinet et que c'est un papa ou une maman, du coup on va très vite savoir en fait d'où vient le discours. C'est-à-dire que c'est Saturne qui parle dans le thème. Et Saturne envoie forcément des messages via les aspects à d'autres planètes qui sont elles-mêmes en d'autres maisons et qui permet en effet de définir à qui parle à qui et comment et pourquoi.
Voilà. Et du coup, il y a des schémas comme ça qui se mettent en place entre j'allais dire le père ou la mère et l'enfant, etc. Donc l'enfant c'est Mercure, la mère c'est la Lune, à partir du moment où elle est maman. Sinon, elle reste Vénus, tant qu'elle n'est pas maman. Et j'allais dire, il en va de même pour l'homme. Quand il n'est pas père, il reste Mars. Voilà. Et du coup, toutes ces planètes-là, en fait, ont de par leur positionnement, déjà en maison et en signe, ont déjà une signification. Mais en plus, ils vont en avoir vraiment une qui va être encore plus importante en relation avec les autres planètes. Qui parle à qui, pourquoi et comment. Donc, il y a des messages comme ça très forts qui sont déjà inscrits dans le thème. Et du coup, quand une personne vient en consultation, bien souvent, de toute façon, entre la psychomaïotique, la sophrologie et l'astrologie, c'est quand la personne va me parler de son problème que c'est moi qui vais l'orienter vers une discipline ou une autre. Voilà. Alors, juste avant que vous ne continuiez, oui. Frédéric Dautrive, sur l'astrologie, vous parlez inscrit dans le thème, vous nous disiez il y a un instant. Oui. Il y a plein de personnes qui découvrent l'astrologie. Oui. Le mot thème, on l'entend. Voilà, un thème. Astral, thème. Ouais, c'est quoi un thème exactement? C'est une carte de visite de la personne? Bah voilà. C'est ça, c'est tout bien amené. Ok, c'est bon, c'est ça. Oui, c'est une signature, oui. C'est ça, c'est-à-dire que alors évidemment, il y a des gens qui sont juste hérissés à l'idée de se dire mais j'ai pas de libre arbitre. Ah bah si, bien sûr qu'on en a un, bien sûr. À partir du moment où on s'est départi de son conditionnement. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on a que deux options dans la vie où on passe son temps à se plaindre de sa vie, où on passe son temps à apprécier sa vie. Donc ça, c'est les choix vraiment que nous avons, et c'est les seuls choix que nous ayons d'ailleurs. On peut en effet, sur un plan plus linéaire, choisir d'être pâtissier, laborantin, et j'en passe à des meilleurs. On peut aussi choisir de vouloir manger végétarien ou carnivore. Ça, c'est tous les choix que nous avons parce que c'est le plan matériel qui nous offre ça. Mais sur un plan de l'être, on n'a pas 36 000 choix. Donc quand on parle à un moment donné de libre arbitre, je vois mal le libre arbitre s'effectuer si ce travail de conscience n'a pas été opéré. Donc voilà, et du coup le thème astral en effet condense cette, j'allais dire, la manière dont la personne en fait se représente le monde et se représente elle-même à travers le monde et donc dans ses relations aux autres. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors j'effectue enfin, moi je suis, je pratique, on va dire, une astrologie tropicale et non pas sidérale. Alors les gens, en effet, ça leur parle pas trop, peut-être, mais l'astrologie sidérale consiste en effet à tenir compte de la précession des équinoxes, qui fait que si quelqu'un naît dans le signe de la Balance à 15 degrés de la Balance, en reculant de 20 ou 21 degrés suivant son année de naissance, on tombe en fait un soleil en Vierge. Donc ce qui fait que, selon eux, ça modifierait en effet plein de choses au niveau de l'interprétation. Et c'est comme ça qu'on entend dire que Louis XIV, qui était du signe de la Vierge, ne peut pas avoir ce goût du faste, qui est très léonien, si en effet on ne recule pas de 21 degrés, ces fameuses planètes dans le zodiaque, parce que c'est toutes les planètes qui bougent, c'est pas seulement le Soleil. Et du coup, on se retrouve en effet avec un Louis XIV qui est né sous le signe du Lion, ce qui expliquerait qu'il fût appelé le roi Soleil et qu'il ait autant le goût du faste. Moi, je veux bien entendre ce genre d'explication. Je la trouve simpliste parce que pour moi c'est simpliste, il n'y a pas d'autre mot. Parce que si on se contente simplement que ça de ça comme explication, je trouve que c'est pas très profond. En revanche, si on garde le thème de Louis XIV tel qu'il est à la base, c'est-à-dire avec un soleil en Vierge et toutes les planètes là où elles sont respectivement, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que d'abord le soleil est quasiment conjoint à la maison 10. On sait très bien que les cuspides, comme la maison 1, 4, 10 et 7, toutes planètes conjointes dans à cette maison-là, en fait, prennent une importance capitale dans le comportement, encore une fois, de l'individu. Il se trouve que Louis XIV a le soleil conjoint en maison 10,
et que le soleil, c'est tout à fait typiquement léonien, c'est-à-dire ce goût du faste, cette volonté en effet de briller aux yeux du monde, parce que la maison 10, c'est évidemment aux yeux du monde, représente le monde, la carrière et le monde. Mais il n'y a pas que ça, quand on regarde plus en profondeur, il y a Neptune qui est conjoint en maison 1, là encore, qui prend aussi une importance capitale. Et en général, quand Neptune est conjoint en maison 1, ça donne en général à l'individu l'impression d'être totalement transparent. Le sentiment d'inexistence. Je pense que Louis XIV a décidé, sûrement pour compenser ce sentiment d'inexistence, de vouloir en effet, pour moi c'est un système de compensation, qui devait en effet le gêner énormément. Et quoi de mieux pour compenser ce système de sentiment de transparence et d'inexistence, quoi mieux que de le compenser par un apparat survalorisé. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi, quand on regarde dans son thème, Saturne qui est en aspect avec Pluton. Ce sont des gens qui en général, quand c'est bien aspecté, tel que c'était le cas chez Louis XIV, en général ont un goût du pouvoir bien développé, on va dire ça comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Donc ce qui fait que il y a plein de choses qui expliquent en effet le comportement de Louis XIV, en effet, à avoir le goût du faste, avoir ce goût du faste. Maintenant, moi, ce que je vois en bonne vierge qu'il était, c'est le goût du détail aussi qu'il avait. Et ça, c'est typiquement vierge, c'est pas du tout léonien. Et quand on le voit en effet représenté sur les peintures, je peux vous dire qu'il était à cheval sur beaucoup de détails. Parce que c'est vraiment, quand on le voit en peinture, il y a beaucoup de détails qui transparaissent. Et cette espèce de finesse qui est vraiment liée à la Vierge, parce que qu'on ne peut pas retrouver forcément chez les lions. Voilà. C'est une explication qui pour moi est beaucoup plus approfondie que le simple fait de se dire on décale et puis là on retrouve en effet un soleil en lion, ce qui fait qu'on l'appelait le roi Louis XIV. Bon, tout dépend en effet de ce que veulent les gens comme explication. S'ils veulent en rester là, bah, pourquoi pas, mais moi je trouve que ça ne nourrit pas vraiment. Il en va de même avec le thème d'Hitler et comment il s'appelle, Charlie Chaplin. Ils sont nés quand même à 4 jours d'intervalle. Alors, on ne comprend pas, enfin, les astrologues sidéraux ne comprennent pas d'où vient le côté guerroyant d'Hitler, parce que c'est quelqu'un qui est né sous le signe du taureau, en temps normal, hein, entendons bien, en astrologie tropicale, qui avait un ascendant, je crois, balance, ou je sais plus, enfin bref, quelque chose dans ce goût-là. Et ils ne comprennent pas en effet, parce que c'est 2 signes pacifistes, ils ne comprennent pas en effet comment quelqu'un avec des signes aussi pacifistes comme le taureau et la balance puisse en effet être un despote pareil. Et donc il s'explique simplement en décalant en effet encore une fois les planètes hop à 21 degrés en arrière, et là on tombe sur quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ah bah oui, c'est Mars, donc c'est un signe guerroyant. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas trop à aller plus loin dans les explications, et je trouve ça très simpliste. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, Hitler avait Uranus en maison 12 rétrograde et Vénus rétrograde dans son thème en taureau, ce qui parle de un personnage qui a été privé de liberté, enfin qui se sent privé de liberté, et 2, de Vénus rétrograde, de quelqu'un qui a accumulé un niveau de haine pour lui-même qui commence vraiment à déborder. Et on voit bien en effet comment la haine, il l'a exprimée. Les 2 personnages, aussi bien Chaplin qu'Hitler, en fait, Chaplin n'avait pas cet Uranus rétrograde en maison 12, donc pas de problème lié à la liberté. Mais on voit bien qu'en effet les 2 personnages ont Vénus rétrograde de toute façon tous les 2. Et on voit bien comment en effet Chaplin a sublimé ça dans l'art. Et à quel point en effet la haine de lui-même en fait a été transposée de manière a été sublimée, il n'y a pas d'autre mot. Donc il a su dépasser ça, et comment en effet Hitler a été complètement aux prises avec sa propre haine. Tous les 2 en fait au départ, si j'avais reçu aussi bien Chaplin qu'Hitler en consultation, je leur aurais parlé de ça, de cet aspect-là de haine d'eux-mêmes, d'où elle venait, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé dans l'enfance pour que ça ressurgisse. Hitler, j'aurais insisté sur son problème lié à la liberté, à son sentiment de privation de liberté. C'est vrai qu'il a voulu libérer le pays, hein, on voit comment, hein, en se débarrassant des Juifs, hein, parce que pour lui c'était juste le trop. Et pourtant, les 2 personnages s'intéressaient à l'art.
parce que Hitler, avant d'être ce qu'il a été, s'intéressait à l'art, il s'intéressait à la peinture. Voilà, tous les deux ont été dans la communication. Après, il faut voir ce qu'ils en ont fait. Chaplin, je pense, a bien su communiquer. Hitler avait communiqué sur un autre mode, mais parce que tout ça, ça n'avait pas été nettoyé. Donc à un moment donné, quand on reçoit en consultation quelqu'un, en effet, on se contente pas simplement de plaquer en effet une carte sur le terrain, la carte étant évidemment ce qu'on lit, le terrain étant la personne. Moi, quand je reçois quelqu'un, je veux connaître un minimum son histoire pour pouvoir insérer moi ce que je sais de lui dans son histoire. Sinon, ça ne parle absolument pas. Un exemple concret qui est que j'ai reçu par exemple quelqu'un dont le projet en Nord était au travail, au boulot. Donc du coup, on ne reste plus dans les problèmes familiaux et le giron familial. On sort de là. C'est exactement d'ailleurs le même aspect qu'à Céline Dion. Elle a aussi Nœud Nord en maison 10. Nœud Nord. Nœud Nord en maison 10. Ça donne le projet de vie dans cette vie-ci. Ce qui doit être porteur d'évolution normalement. Merci de vulgariser aux personnes comme moi qui ne connaissent pas Nœud Nord. Oui, donc, voilà. Et du coup, ce fameux Nœud Nord, en effet, disait à cette personne, voilà, il y a un certain lâcher-prise à opérer, Nœud Nord en poisson, et en même temps aller vers cette dimension sociale de travail. Et au nœud sud, donc tout ce qui représente en effet le passif psychologique, se trouvait être en Vierge, le nœud sud en Vierge, et conjoint avec Pluton. Et quand j'ai commencé en fait à interroger la personne sur son histoire, eh ben c'est pas compliqué. Il y a deux choses qui l'ont maintenu dans, j'allais dire, l'inertie. Un, c'était les jugements de son père, récurrents, qui est tu n'y arriveras jamais. Jugement, je veux dire pourquoi après je reviens à ça, le jugement, mais je précise, jugement. Et le fait qu'elle avait un frère qui était schizophrène, et que le frère schizophrène, en fait, il était, malgré sa maladie, magnifié. C'est-à-dire que c'était le plus intelligent. Voilà. Donc, et du coup, tous les yeux se sont tournés, enfin les yeux des parents se sont tournés sur ce frère qui demandait davantage d'attention, et donc de soins et d'attention qu'à cette personne-là. Donc elle, en fait, s'est sentie délaissée. Et donc elle s'est sentie moins aimée. Eh ben, il n'en faut pas plus pour laisser une personne, en effet, après dans cette inertie, même si elle a tenté, en effet, de s'en sortir, elle a sans cesse fait échouer ou avorter ses projets. Et elle n'est jamais arrivée à trouver, en effet, une porte de sortie, jusqu'à ce que je lui explique que la force des jugements, d'abord lui appartenait parce que c'était son thème, et que ça parlait de ça, et que son père avait beau être quelqu'un qui l'avait jugé, oui, on nie pas les faits, mais qu'en même temps, il y avait une force de jugement nœud sud en Vierge, puisque j'en parlais tout à l'heure, la Vierge est fortiche en jugement, et en auto-jugement, et qu'en même temps, cet aspect familial qui fait qu'elle a eu le sentiment qu'en effet, tous les yeux étaient rivés sur son frère et qu'elle était délaissée, je dis il n'en faut pas plus, en effet, pour à un moment donné, trouver le moyen, un autre moyen biaisé d'attirer l'attention à soi, qui est de ne pas réussir. Comme ça, au moins, on a les yeux qui se tournent vers soi. Alors oui, en effet, ça se retourne contre soi-même. Et du coup, dans l'explication, on comprend mieux en effet comment à partir de ce passé, avec tout ce conditionnement, qui est que mon père, ma mère ne m'aiment pas, ils sont pas occupés de moi, mon père me dit t'arriveras à rien, t'es bon à rien, etc., etc. En effet, on comprend mieux pourquoi dans cette vie-ci, le nœud nord était en maison 10. Parce que en effet, elle a eu des grandes difficultés, en effet, à pouvoir en effet établir une carrière linéaire et surtout qu'elle arrive à s'épanouir à travers cette carrière qu'elle n'a jamais réussi à faire. Donc voilà, l'astrologie c'est quelque chose de très concret puisqu'on part sur un système de pensée très concret. On voit bien en effet comment les jugements la concernent et comment en effet elle était la première à s'auto-mutiler toute seule, par exemple. Voilà. J'aime bien Frédéric qui s'arrête de parler pile au moment où je donnais un renseignement à Lisande. C'est Frédéric d'Haute-Rive, notre invité aujourd'hui, D' Haute-Rive, tout simplement.
quand on fait un thème, et merci d'avoir répondu aussi longuement à ma question, lorsqu'on réalise un thème sur une personne, c'est par rapport évidemment à sa date de naissance, à cette incarnation là dont on parle, celle dans ce corps que nous allons posséder pendant quelques années, quelques dizaines d'années, on verra bien combien de temps. Est-ce que il est possible d'une autre manière de faire un thème sur quelque chose de plus global? Alors peut-être pas sur le chemin de vie de l'âme en lui-même, mais peut-être sur plusieurs incarnations, sur un autre plan. Moi par exemple, là c'était cette problématique-là qui était liée à cette personne-là. Après, il y a différentes problématiques. Moi, je sais qu'il y a une personne non-voyante qui est venue me voir parce que elle, pour le coup, ne comprenait pas pourquoi toutes ces activités qu'elle avait su, elle, pour le coup, mettre en place, les activités professionnelles, en fait, n'arrêtaient pas d'avorter par elle-même, alors qu'au départ, il y avait vraiment une courbe croissante énorme, et qu'ensuite, paf, pratiquement du jour au lendemain, badaboum, plus rien, et mettez la clé sous la porte. Et donc là, les raisons étaient encore très différentes. On a eu une très belle consultation parce que c'était une personne qui avait pris du recul sur elle, et du coup, elle était attentive à ce que je lui disais, et elle prenait le temps d'y réfléchir. Elle n'était pas dans la réaction, elle n'était pas sur la défensive, et pourtant, je procède toujours de la même manière dans mes consultations. Mais c'est vrai que ce qui a pu mener la consultation, en tous les cas, très très loin, en profondeur vraiment, et dans quelque chose de très très beau, ça a été pour moi une très belle consultation, c'est parce que elle n'était pas sur la défensive par rapport à ce que je lui disais. Elle cherchait pas à défendre une image, elle cherchait pas à défendre un personnage, elle cherchait pas à justifier pourquoi elle l'avait fait, pourquoi elle n'avait pas fait ça. Elle était simplement dans l'écoute attentive, et on se laissait un temps chacun pour parler. Elle cherchait pas à se défendre, elle me disait ok, j'entends bien ça, voilà à quoi ça me fait penser. Et du coup, il y a eu un grand échange qui a permis une très grande profondeur. Donc c'est vrai que la consultation tient lieu de ce que je suis, mais tient lieu aussi de ce que la personne, des réactions de la personne. Et plus elle est sur la défensive, plus ça va être compliqué. Voilà. Après, c'est vrai que les sujets pour lesquels on vient me consulter en astrologie, en fait, souvent ce sont des sujets qui peuvent être récurrents, où la personne n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi telle chose dans sa vie, pourquoi telle autre, et c'est vrai que par rapport à mes différentes activités, par rapport à la sophrologie ou à la psychomaïotique, c'est vrai qu'après c'est moi qui fais le choix au téléphone en fonction de, surtout en fonction de la façon dont la personne va formuler la question. C'est là où je vais comprendre en fait à quel niveau elle prend le problème. C'est uniquement dans la formule et dans le choix des mots. Oui. À aucun moment là-dedans on ne place le ressenti, l'interprétation. Je vais pas dire voyance, je vais pas dire médiumnité, mais de ma part, oui, de votre part à vous. Non, de ma part, ça va se situer en effet au niveau de la façon dont la personne amène le problème. Et du coup, et du problème concerné évidemment, parce qu'il y a des problèmes qui vont être plus facilement travaillables, je dirais en sophro, d'autres en psychomaïotique et d'autres en astrologie. Les deux cas que je viens de citer pour l'astrologie étaient vraiment demander des explications profondes en astro. C'est vrai que l'une des deux après a fait de la sophro parce que ça lui permettait en effet d'aller plus loin et de pouvoir en effet travailler en profondeur. Alors c'est vrai que l'astrologie, quand j'étudie un thème et que on a une consultation, les consultations peuvent être enregistrées, la personne peut emmener quelque chose, un support. Je prends 2 heures quand même pour expliquer les choses, et la personne, bien souvent, repart avec une explication, avec des informations qui sont absolument précises d'elle, sur son fonctionnement, encore une fois. Même si on parle d'une autre personne sur l'arbre généalogique, qui est son père, sa mère, son frère, etc., on revient de toute façon à elle, de toute manière, parce que le thème, c'est son thème, c'est pas le thème de sa mère ou de son père. Et parfois, en effet, il y a des prises de conscience, l'information déclenche une prise de conscience suffisante pour que la personne, en effet, en arrive à basculer au niveau de son destin. Parfois, cette prise de conscience a lieu, en fait, a posteriori, quand la personne réécoute la consultation. Mais de toute façon, le travail se fait. Après, si la personne n'a pas besoin d'autre chose, Moi, de toute façon, je ne suis pas du tout directive, je ne suis pas là à dire « Oh, il faut prendre rendez-vous pour la semaine prochaine ». Je laisse les personnes, moi, je considère que les gens sont adultes.
je ne bêtifie pas, donc ce qui fait que je ne suis pas dirigiste. La personne a besoin, elle vient, elle n'en a pas besoin, elle vient pas, et moi je vais pas lui dire son rythme de consultation. Frédéric Dauterive anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Vous pouvez mener cette interview en même temps que moi. Un numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20. C'est le numéro qu'a composé Hervé qui souhaite poser justement quelques questions à Frédéric. Hervé, bonsoir. Bonsoir Alex et bonsoir Frédéric. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors je vais essayer de poser 3 questions. Wow. 3 questions, mais assez rapidement quand même. Oui. La première, c'est que c'est à propos du déterminisme de la carte des étoiles, on va dire, oui. pour chacun d'entre nous. Oui. Comment dire en fait, on dit souvent, il y a un adage qui accompagne souvent l'astrologie, c'est les planètes influencent mais n'obligent pas. Oui. Mais souvent cet adage il est employé par des gens qui, comme moi, sont partie prenante pour croire effectivement à une certaine forme de déterminisme plus ou moins flexible. Mais qu'en est-il en fait pour ce que je veux dire c'est, est-ce que c'est possible de casser sa carte en cours de route de manière volontaire, c'est-à-dire d'un trait spirituel et pas d'un trait égocentré, de casser sa carte et de casser complètement ce déterminisme, même s'il est pas obligatoire mais qu'il influence fortement, et de prendre une toute autre direction. Ça, c'est ma première question. J'espère que j'ai été clair. Oui. Encore une fois, ce niveau de déterminisme, moi je l'appelle conditionnement. Ouais, mais le conditionnement, ça n'a rien... Enfin, le conditionnement, c'est quelque chose de très terrestre, hein, et l'astrologie, quand elle se présente comme s'il y avait une décision avant notre arrivée sur cette Terre. Alors, s'il y en a une... C'est un paradoxe, quoi. Oui, non, s'il y en a une, c'est justement par rapport à notre évolution. C'est-à-dire qu'il y a en effet un projet d'évolution, et on parle bien en effet de projet d'évolution. C'est-à-dire que la personne, en effet, doit évoluer pour laisser son être s'exprimer. C'est-à-dire que tant que le travail n'est pas fait, tant que le travail de conscience n'est pas fait, j'allais dire l'ego asservit l'âme. Quand le travail commence à se faire et que l'évolution commence à œuvrer, du coup, la personnalité commence à asservir l'âme. Ok. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ok, je vous remercie. La deuxième question, c'est que, j'ai entendu, alors vous avez cité le Dalai Lama en amont de l'émission, mais il y a autre chose que le Dalai Lama a dit, alors je sais pas si je peux le répéter mot pour mot, il avait été interrogé avec des gens donc qui s'étaient plus ou moins convertis dans le bouddhisme à l'occidental, et il leur avait d'ailleurs fortement déconseillé de faire du bouddhisme quand on est un occidental, certainement pour de multiples raisons, telles que celles que certains des gens qui, comme vous, sont intervenus sur la radio ont expliqué pourquoi finalement peut-être que les positions assises ne correspondaient pas à notre héritage civilisationnel, on va dire. Oui. Mais de toute façon, le Dalai Lama, il avait dit donc il avait dit en ces mots, si vous voulez croire à la réincarnation, ça vous regarde. Et ça sous-entendait, dans la traduction qui me semble-t-il était bonne, ça sous-entendait qu'a priori la réincarnation en tant que telle, tel qu'en tout cas on en parlait depuis des lustres dans les bouquins et autrement, ce n'était qu'une interprétation et qu'une vision, humano-centrée, j'ai envie de dire, parce que, et quelque part, c'est ce qui me perturbe beaucoup, si vous voulez, parce que il y a effectivement plein de vérités dans l'astrologie, des vérités factuelles, quand on regarde selon certaines perspectives, mais ce qui me dérange, c'est que quand on écoute certaines personnes très éveillées, qui ont dépassé, on dirait, certaines frontières, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a une sorte de dilution et qu'en fait, toutes ces choses-là n'existent plus ou n'existent pas. Ils sont sortis en dehors de toute illusion. Est-ce que j'ai du mal aujourd'hui, moi, ce qui est conflictuel chez moi, c'est que j'ai eu les deux démarches, spirituelle, involontaire et recherche intellectuelle. Donc j'écoute avec beaucoup de sagesse et de recul, sans jugement aucun. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai le sentiment en fait que le chemin tel qu'on en parle à travers l'astrologie est vrai pour un temps, est vrai jusqu'à un certain seuil. Et au-delà d'un certain seuil, pour certains individus qui se sont fondus dans le grand tout, on va dire, qui ont rejoint le point de départ, j'ai l'impression que tout ça, ça n'a plus aucun sens.
Alors, parce qu'ils sont libérés de la roue, mais parce que voilà. Excuse-moi, Alex. Je t'interromps, Hervé. On va voir ce que te répond Frédéric. Mais c'est ça. Ouais, vous avez raison. Pour un être éveillé, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que quand on regarde un thème astral, encore une fois, c'est l'empreinte de l'individu au niveau de l'ego. Et si en effet un individu est arrivé à un état d'éveil total, le conditionnement n'a plus aucune emprise, il n'y en a plus. Donc le thème astral est complètement caduc. On n'a plus rien à lui dire à cette personne, et de même de toute façon qu'elle viendra jamais demander à un astrologue quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien à demander. Oui, ça je suis d'accord, mais je crois que j'ai pas réussi, je réussirai pas malheureusement. J'avais les mots tout à l'heure pour essayer de le présenter, mais je l'ai perdu en cours de route. Mais c'est pas grave, où est le point qui chatouille? Le point qui chatouille, c'est que, comment dire, Alex va être furax parce que je vais prendre trop de temps, mais... Non, c'est pas grave. Mais... comment dire, j'ai le sentiment, qu'on peut sortir très rapidement en fait de ce cycle, de ce cycle de réincarnation. J'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque part quelque chose qui cloche dans l'explication astrologique, puisque elle semble nous parler de, comment dirais-je, de différents paliers, d'une multitude de paliers avant d'arriver à se libérer de la roue des réincarnations. Et en même temps, certains, je sais pas comment les qualifier, certains comme le Dalai Lama, ne rejettent pas la réincarnation en tant que telle, mais semblent dire que, si j'ai bien compris, peut-être que j'interprète mal, mais semble dire que finalement la réincarnation, si on veut y croire, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'y croire. Mais non, on n'est pas obligé. Mais non, on n'est pas obligé d'y croire parce qu'en fait, on s'en fiche. Non, mais sous-entendu, excusez-moi, pour être sûr d'être compris, est-ce sous-entendu qu'il n'y aurait pas de réincarnation, que ça n'existe pas? Mais en fait, on s'en fiche qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. De toute façon, ça reste une croyance parce qu'on le vérifie pas par soi-même. Donc, on va pas s'encombrer de croyances qu'on peut pas vérifier. Moi-même, de toute façon, je ne parle pas des vies antérieures parce que de toute façon, ça n'a absolument aucune utilité dans les consultations. Ce qui compte, c'est de donner les bonnes explications à la personne de façon à ce qu'elle comprenne quel est le système en elle qu'elle doit faire évoluer et qu'est-ce qui bloque en elle. Donc après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, enfin, ça n'a absolument... Non, c'est pas une question de croyance, parce que moi, chez vous, vous avez eu un grave accident. Moi, il m'arrivait aussi des choses dans le passé. Donc, par défaut, dès le départ, je suis croyant, pas dans des dogmes ou des représentations iconographiques, mais je suis croyant foncièrement. Mais je suis pas croyant forcément jusqu'au fait de vouloir adhérer au fait d'adhérer à la croyance des réincarnations. C'est ça, mais ça reste une croyance, c'est-à-dire d'adhérer à la croyance de la réincarnation. Ça reste une croyance parce que tant que vous l'avez pas vérifié vous-même en faisant des séances d'hypnose ou je ne sais pas trop quoi par d'autres moyens ou d'autres techniques de revivre d'autres vies antérieures, ça reste en effet une croyance. C'est comme Dieu, ça reste une croyance tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance. La chance, on peut dire ça comme ça, en 2009, en effet, de vivre une expérience de samadhi ou de satori, ça dépend l'appellation, etc. En gros, un éveil partiel, où en effet, les limites de mon ego ont disparu. Je n'ai fait plus qu'un avec ce qui m'entourait. Là, j'ai fait l'expérience de Dieu. Voilà. Et là, c'est plus une croyance, c'est juste une expérience. Maintenant, faire l'expérience d'une vie antérieure, c'est faire l'expérience. Ça ne reste plus au niveau de la croyance. Mais de toute façon, moi, je m'encombre pas de pensées inutiles concernant les croyances ou pas les croyances, parce que je m'aperçois qu'en fait, ça fait pas avancer le schmilblick. Ce qui m'importe, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête maintenant? Est-ce que je souffre, oui ou non? Hervé, merci pour tes questions. On va devoir continuer l'émission. Je prends un exemple par rapport à ce que tu viens de dire, de personnes qui parlent d'hypnose aussi sur cette antenne et qui nous disent que la personne sous hypnose, parce que Frédéric Dautry vient d'en parler, voit une vie antérieure ou quelque chose d'autre, que ce soit vrai ou pas, c'est pas important tant que le cerveau travaille avec, c'est le plus important. D'accord. Ça a été vérifié, je veux dire, Drew a lancé ça le premier, ça a été vérifié, c'est vrai qu'il y a plein d'écrits à la recherche de Bride et Murphy, etc. Il y a plein de choses, moi j'ai lu pas mal de choses quand j'avais dit entre 17 et 25 ans, et voilà, ça a été vérifié, mais après, quand on en est à se poser la question, est-ce que c'est vrai, pas vrai, on s'en fiche, parce que si on n'a pas la réponse directe, pourquoi se creuser la question? Parce que ça ne sert à rien, parce que ça reste au niveau de la croyance, et que c'est pas, moi, le Bouddha disait, ce qui est utile, c'est la vérité. Voilà. Du Dalai Lama sur ce sujet. Voilà. Ouais. On a bien entendu, Hervé. Ce qui est utile, c'est la vérité. C'est celle qui nous parle maintenant, celle qui est utile maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ton intérêt, Hervé, pour tes questions.
Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est toujours passionnant oui. ce genre d'échange. Oui. Alors ça pourrait durer des heures et des heures. Absolument. Et nous allons immédiatement ouvrir le second espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est Frédéric Dauterive qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Je le précise, c'est D'_Haute-Rive qui anime donc cette émission Santé et Spiritualité. Pour le joindre, il y a 2 numéros de téléphone. Le 01 71 75 61 95. 01 71 75 61 95 ainsi que le 07 81 50 22 70. 07 81 50 22 70. Pour en savoir plus, pour avoir d'autres informations ou pour reprendre des informations données sur cette antenne, il y a un site internet, c'est le www.chemindéveil.com. C'est tout lié, chemindéveil.com. Et il y a aussi un mail assez simple, frédéricdauterive@free.fr. Là aussi, c'est tout lié, frédéricdauterive@free.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité pour la 3e et dernière partie. Tout comme Hervé, vous pouvez mener cette interview en m'accompagnant en composant le 08 92 23 95 20. Frédéric Dauterive, il nous reste 2 sujets non abordés que sont la sophrologie et le psychomaïoticien. Oui. On commence par lequel? Le psychomaïotique, oui. Très bien. Oui. Je vous écoute. C'est quoi là? Alors, la psychomaïotique, voilà, c'est au départ dans mon. Je l'explique d'ailleurs sur le site d'ailleurs, la façon dont j'ai mis ça en place dans ma vie. Le principe est le suivant. Il est qu'en effet, il y a les choses dans la vie qui nous arrivent, les faits, le réel, les circonstances, ça c'est la réalité. Et puis il y a ce que le mental en effet vient surrajouter à cette réalité en disant ça n'aurait pas dû arriver. Et il tente en fait de remodifier le réel, il tente en effet d'avoir à discourir sur le réel, il tente d'avoir à justifier le réel. De toute façon, c'est pas très compliqué. S'il le juge pas, il le justifie. De toute façon, il cherche toujours à commenter quelque chose, notamment quand l'expérience est jugée de manière négative en général. Donc, pendant ce laps de temps, à partir de 95 jusqu'encore aujourd'hui, mon travail continue, il s'est pas arrêté, au contraire, ça va de plus en plus rapidement et de plus en plus joyeusement. Je me suis aperçu que, à un moment donné, pour évacuer cette souffrance, je me suis dit mais comment je vais m'y prendre. Alors j'avais commencé en effet un travail classique en psychothérapie. Et bon, il avait donné un peu de résultats, mais pas de manière non plus grandiose. Et du coup, j'ai commencé en effet à méditer. Et en méditant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du recul en fait sur l'ensemble de mes pensées. Et ce faisant, en fait, au lieu de continuer, à adhérer à mes pensées de manière totalement aveugle, j'ai tout simplement commencé à les remettre en question. Parce que je me suis dit, mais je pense ça, mais est-ce que c'est ma réalité ou est-ce que c'est la réalité? Et du coup, le mental aime à plaquer des discours sur le réel. Le réel, il est ce qu'il est, et je me suis rendu compte que petit à petit, ce n'était pas tant le réel qui m'avait fait souffrir, mais plutôt l'interprétation que je lui donnais et la façon dont le mental avait tiré ses conclusions. Si ton père t'a dit telle ou telle chose quand tu étais petit, le mental concluait c'est parce que. Si ta mère a fait ou n'a pas fait cela, c'est parce que. Si ton frère, si ceci, si cela, si c'est pas passé si t'as échoué, c'est parce que. Le mental ne cesse d'avoir à fournir des explications sur tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça bloquait totalement ce que j'appelle en effet le travail d'allègement.
de la souffrance, parce que pendant ce temps que le mental en fait continue désespérément à justifier, à œuvrer, à trouver des explications, des justificatifs à tout, etc. Pendant ce temps-là, en fait, curieusement, ça entretient la souffrance. Ça paraît aberrant, voire même idiot, mais c'est comme ça. Et à partir du moment, en effet, où j'ai commencé à remettre en question profondément mes pensées, je me suis rendu compte qu'en fait, je commençais à douter de la véracité. Et je pense que quelque part, on cherche tous la vérité. Mais on la cherche au mauvais endroit. Et c'est sûrement pas le mental qui la détient. Ça, maintenant, c'est devenu pour moi une certitude. Pourquoi ? Parce que j'ai lu une phrase une fois dans un film qui s'appelait Le Client avec Suzanne Sarandon, où on est le petit jeune est enfermé dans la prison par protection, par décision du juge pour le protéger, et du coup il lit au plafond, cherche la vérité te libérera. C'est pas de moi, c'est de Saint Jean dans l'Apocalypse. Et cette phrase m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et je me rends compte aujourd'hui que, en effet, je vois bien chez les gens quand je les fais travailler à quel point le mental en fait opère des mensonges sur mensonges sur mensonges. Pourquoi le mensonge ? Parce que tant qu'il y a souffrance, en fait, il y a erreur d'interprétation. Dès lors que la personne trouve la vérité, la personne est libérée. Et ça, c'est assez fantastique. Et ça peut avoir lieu en l'espace de quelques quarts d'heure. Et ça, c'est assez fantastique. Alors, je dis pas que c'est systématique, mais en général, en l'espace d'une ou deux séances, le bouchon a sauté. Donc, ça consiste tout simplement, en effet, concrètement à quoi ? D'abord, à re-questionner, finalement, à remettre en question les pensées et les affirmations, les conclusions sur une situation, sur une relation, sur une croyance. Et du coup, moi, ce que je fais quand on décide de travailler en psychomaïotique, c'est que j'envoie à la personne par mail, et si elle n'a pas de mail, j'envoie à son adresse physique, un questionnaire qu'elle va devoir pré-remplir. Il y a 16 questions, et ces questions, en fait, sont très importantes parce que ça va être la base de travail. Ce qui permet pour chaque phrase explorée de pouvoir, en effet, j'allais dire s'en aller très très loin à partir de l'affirmation, puis revenir. Mais en tout cas, ça donne toujours un port d'attache, ce qui fait que ça donne une structure au travail. Et la première phrase, en effet, c'est dans cette situation ou dans cette relation, qu'est-ce qui vous fait souffrir, vous agace, vous irrite. Et ensuite, il y a une succession de questions qui suivent. Et en cabinet, le travail consiste à réinterroger toutes les pensées, toutes les conclusions, toutes les croyances concernant une situation ou une relation que la personne a pu vivre. Et de cette façon, en effet, la personne arrive à se libérer définitivement. C'est pas temporairement, hein, je pèse bien mes mots, c'est définitivement de la souffrance. J'ai le cas d'une femme qui avait été battue par sa belle-mère quand elle était petite, et qui, ayant cherché à dénoncer la situation à son père, la belle-mère s'en étant rendue compte, en fait, avait dit, puisque tu as voulu dénoncer le fait à ton père, du coup, c'est tes frères et sœurs qui prendront si tu tentes de recommencer ça. Et du coup, elle avait en effet puni les frères et sœurs, et à la fois se sentait énormément coupable d'avoir essayé de dénoncer ça, parce que du coup, c'est ses frères et sœurs qui avaient pris. Donc, non contente d'être battue, elle avait en plus, la belle-mère, inclus les frères et sœurs là-dedans, en disant, voilà, puisque de toute façon, tu as voulu faire la maline, en gros, du coup, c'est tes frères et sœurs qui vont prendre à ta place. Et désormais, donc, dès que tu hausseras le ton, de toute façon, ce sera tes frères et tes sœurs qui prennent. C'est extrêmement emprisonnant comme système. Et la personne, en fait, depuis 40 ans, souffrait de ce passif. Et elle n'arrivait pas du tout à en sortir. C'est-à-dire qu'elle était vraiment dans d'atroces souffrances. Elle a au sortir de ce travail-là, qui a consisté en effet à remettre en question toutes les croyances et les conclusions que le mental en avait fait, en fait, elle s'est libérée. C'est-à-dire que les faits restaient toujours ce qu'ils étaient. Il y avait encore la mémoire factuelle des faits, mais la mémoire émotionnelle, la douleur émotionnelle avait été évacuée. Et ça, c'est un travail que j'ai découvert parce que je l'ai fait sur moi-même. Parce que au départ, il n'était pas structuré comme il est structuré aujourd'hui à travers des questions précises. Je le menais de manière intuitive. Oui, c'est ça, je le menais de manière intuitive.
Et finalement, ça en est devenu petit à petit, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus structuré. Et ce travail, je l'ai mené. Et c'est vrai, quand on me dit aujourd'hui, mais comment il est possible d'être libéré de son passé, totalement libéré de son passé, c'est pas possible. Il doit y avoir forcément des séquelles ou des choses comme ça qui restent. Non, il reste rien. Par rapport à mon passé, j'ai rien à redire du tout. Parce qu'il n'y a pas de souffrance, j'ai pas de... Voilà, par rapport à l'émotionnel. J'ai pas de plainte, j'ai pas je suis pas là à me plaindre de mon passé, je n'en souffre pas, je n'en souffre plus. Tout simplement. C'est faisable. Et ça paraît... ça peut paraître hystérique aux yeux de certains auditeurs ou auditrices quand ils m'entendent en disant comment c'est possible de se débarrasser de la souffrance, enfin non, moi j'ai tellement souffert etc., c'est jamais parti. Oui, parce que c'est un travail, encore une fois, de remise en question des pensées. Ce qui fait souffrir, encore une fois, ce n'est pas le réel, puisque cette personne se souvenait d'avoir été battue, mais n'avait plus la souffrance émotionnelle associée, parce qu'elle a fait évoluer son système de compréhension. Et en fait, ce dont elle s'est rendue compte à travers le travail, c'est qu'elle s'était rendue en plus très coupable du fait que ses frères et sœurs avaient été punis, et du coup, la pensée récurrente profonde, ce que j'appelle la pensée racine, parce que c'est ça, il faut aller chercher la pensée racine, parce qu'il y a des pensées en fait et des croyances qui masquent la pensée racine, il faut aller jusqu'au bout. Et la pensée racine était que elle n'en avait pas fait assez pour protéger ses frères et ses sœurs. Donc c'est ça qui la faisait souffrir, elle n'en avait pas fait assez. Et prenant conscience de ça, finalement, la bulle a éclaté comme une bulle de savon. Donc, c'est ça en quoi consiste le travail de la psychomaïotique. Alors, psychomaïotique, pourquoi maïotique? Parce que tout simplement que Socrate, à son époque, avait nommé cette méthode qui consistait en effet à faire accoucher la personne de la vérité. Voilà, donc du coup, il avait lui-même appelé ça la maïotique. Et du coup, en référence un peu à Socrate, j'ai... réappliquer ça de façon peut-être plus moderne, sans prétention non plus, je ne prétends pas être Socrate, pas du tout ça, mais en même temps je me dis psychomaïotique, pourquoi pas. Donc en fait cela consiste à mettre, à répondre à des questions, à se poser les bonnes questions et y répondre. Voilà, au départ il y a un questionnaire, pourquoi cette situation vous fait souffrir, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez telle ou telle chose concernant cette situation. Et il y a une succession comme ça de questions que la personne remplit, et après au cabinet en fait on s'amuse à détricoter tout ça et à renverser. Vous savez la phrase qu'on entend souvent dire et qui est souvent utilisée dans le langage populaire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est qu'on est prêt en effet à justifier comment dire, quelque chose pour pouvoir en effet passer à l'acte. Et le mental, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est prêt à tout argumenter, tout justifier sur une situation, et curieusement, en la justifiant, en la jugeant et en continuant, en perpétuant en fait les croyances, il perpétue de même la souffrance. Donc on tourne en rond. Frédéric Dautrive, on a pris beaucoup de temps pour les discussions aujourd'hui. On n'a pas dit un mot de la sophrologie. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Ça va être faisable. Bien sûr, ça va être. On peut le faire en 20 secondes aussi. En 20 secondes. Alors, la sophrologie. La sophrologie, c'est une sorte de boîte à outils géante. Oui. Dans laquelle se retrouvent beaucoup de disciplines. C'est bien cela? Moi, j'aime à travailler en sophrologie sur les traumatismes très lourds tels que les viols ou des choses comme ça, parce que du coup, là, pour le coup, je fais économiser à la personne en fait un débit de parole énorme sur ce qu'elle a vécu. Ça ne sert à rien. En sophrologie, en fait, moi, tel que je pratique certaines méthodes, je fais revivre à la personne en fait la séquence qu'elle a vécue. Et je lui demande, dans un état sophronique, qui est un état de relaxation profonde, de modifier son scénario. Et du coup, en modifiant le scénario, on sait tous en sophrologie que le mental ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu et imaginé. Donc en modifiant le scénario du passé, elle modifie sa vision qu'elle en a, et elle modifie la vision que la personne a d'elle-même. Donc c'est vrai que je me sers beaucoup de ça, notamment pour les traumatismes lourds.
Je me sers de la sophrologie aussi pour les projets à venir, c'est-à-dire où la personne, en effet, veut se retrouver dans un état de quiétude par rapport à un projet qui est une audition, par rapport à une conférence, par rapport à un examen que la personne doit passer, par rapport à un projet qu'elle veut monter sur pied. Elle veut se sentir sereine. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, de toute façon, qui recherchent cette sérénité. Ils cherchent à faire les choses de manière sereine. Ils cherchent, en effet, cette sérénité. Et du coup, la sophrologie permet en effet de pouvoir asseoir cette sérénité tout en construisant son projet futur. Ça peut être le cas pour les gens qui ont... on peut appliquer la sophrologie à des cas pour des gens qui ont des problèmes d'addiction, quels que soient les problèmes d'addiction, les problèmes d'anxiété, les problèmes de sommeil, plein de choses comme ça. Les gens aussi qui ont des maladies importantes telles que les cancers, parce que du coup on peut les faire travailler sur des réductions de tumeurs en visualisation. Donc ce qui fait qu'en fait ils deviennent acteurs de leur santé. Et ça c'est très important parce que du coup il y a un comment dire, elles exercent un grand pouvoir en faisant ça. Et voilà, donc il y a plein de sujets, il y a plein de branches en fait que la sophrologie aussi peut couvrir. Mais c'est vrai que ça permet, certaines techniques en effet permettent de pouvoir en effet se débarrasser de traumatismes lourds assez vite aussi. Ça, il n'est pas question de faire traîner ça dans le temps, ça peut se débloquer assez vite, ça fait bouger la conscience. Parce qu'encore une fois, en sophrologie, on ne trifouille pas comme le ferait éventuellement l'hypnose sur directement le mental, on ne trifouille pas au mental, on expanse la conscience, puisque c'est une technique qui est dérivée de la méditation. Caicedo a ramené ça en Occident et l'a occidentalisé, mais au départ, ce sont des techniques de méditation. Voilà, donc ce qui fait que la méditation a pour but, quel but d'expanser la conscience en étant le plus possible dans le moment présent. Et quand on expanse la conscience, on expanse le bien-être, puisque la conscience avec un grand C, qui n'est pas la conscience ordinaire, est porteuse à la fois de bienveillance, de paix, d'amour et de sérénité. Donc du coup, c'est ça qu'on expanse. Donc la respiration, vous parlez de la sophrologie, mais la sophrologie, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils à l'intérieur. Il y a de l'hypnose dedans, il y a de la méditation. Il n'y a pas d'hypnose, parce qu'il n'y a pas de suggestion. Non, il n'y a pas de vous détendez, pas du tout. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas en sophrologie. En sophrologie, quand on commence à relaxer quelqu'un, on commence tout simplement par lui dire écoutez les bruits ambiants, s'il y en a, sinon vous écoutez le silence ou ma voix, et on commence par ça, et ensuite on dit écoutez votre respiration, soyez attentif à votre respiration, ressentez votre corps tel qu'il est positionné, ressentez les vêtements sur votre corps, ressentez la position de votre corps sur ce fauteuil ou sur cette chaise, ressentez les pieds qui posent au sol, ressentez la chaleur des mains posées sur les cuisses et la chaleur qui s'échange entre les mains et les cuisses. Prenez, focalisez votre attention sur éventuellement le petit sifflement qu'on entend entre les deux oreilles. C'est une histoire de focalisation de l'attention sur quelque chose. Donc quand on focalise l'attention, c'est qu'on focalise la conscience sur quelque chose. Vous voulez dire qu'on exacerbe ses sens ? C'est ça. Parce que, le Dalai Lama est d'accord avec ça, parce que je l'ai déjà entendu dire. Non, c'est pas Dalai Lama, c'est Eckhart Tolle, qui disait que les sens sont un pont vers la conscience. Et du coup, en sophrologie, c'est ça qu'on optimise. Donc du coup, c'est cette fameuse conscience avec un grand C, la conscience supérieure, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, bref, j'en passe des meilleurs, la conscience universelle. C'est elle, en fait, qui va, au long des séances en sophrologie, en fait, va amener des réponses d'elle-même durant la séance. Soit par image, soit par mots, soit par sensation, mais la personne, en fait, va débloquer sa situation comme ça. Alors que l'hypnose va directement travailler sur le mental. Nous, on travaille à l'opposé, c'est-à-dire le mental, il est ce qu'il est. On expanse un maximum la conscience à travers les sens de façon à ce que la conscience apporte elle-même la réponse. Voilà, on a réussi à parler de la sophro. Donc le toucher, donc ça peut être la main sur la cuisse pour bien sentir qu'on touche quelque chose, entendre, voir. Même quand on a les paupières closes, moi je dis souvent, derrière vos paupières closes, il se passe des choses, il y a parfois des formes qui se mettent en place, qui se déforment, qui s'en vont, qui s'évanouissent, des couleurs. J'ai observé ça, quoi. Alors à partir de là, quand on est rentré dans cet état, quand l'état vous paraît satisfaisant de la personne qui est avec vous, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors en fait, voilà, tout dépend
ce que la personne en fait est venue travailler. S'il y a par exemple quelque chose un objectif futur qu'elle veut atteindre, on convient ensemble du scénario idéal qu'elle veut vivre. Si c'est une personne qui veut vivre son bac de manière sereine, on va prendre un exemple tout simple, en fait on va la préparer à la situation. Une fois qu'elle est bien sophronisée, donc sous-entendu détendue au maximum, et donc quasiment dans un état méditatif, on lui dit maintenant, visualisez-vous en train de cheminer pour aller dans cette pièce, visualisez comment est cette pièce, si elle est claire, si elle est spacieuse, asseyez-vous à cette table, dans quel état êtes-vous? Voilà, juste observez l'état dans lequel vous êtes. Commencez à sortir vos stylos, commencez à regarder ce qui se passe autour de vous. Et à force de remise et de remise en situation, la personne, en fait, il va y avoir un approfondissement, ce qui fait que, parce qu'il y a des mécanismes qui se remettent en place, dont la personne commence à prendre l'habitude, et du coup, on va de plus en plus profond. Et moi, j'ai déjà eu le cas où la personne, la jeune étudiante, dans la dernière visualisation qu'elle a eue, en fait, a vu le numéro de salle et la salle dans laquelle elle allait étudier, enfin, dans laquelle elle allait passer son bac. Ouais. Et du coup, là, on change de sujet, mais oui. Quel choc, quelle surprise de se retrouver devant la salle en disant mais ce numéro de salle, je l'ai vu en sophrologie. Et la salle, c'est exactement celle que j'ai vue en sophro. Du coup, elle a eu son bac, parce que du coup, elle s'est dit ça va fonctionner. Mais ce sont quand même des décisions. Elle était tranquille. Ah oui, j'imagine. Ce sont quand même des décisions prises par des personnes consciemment. Mais l'inconscient, il a sa place là-dedans. Quand elles sont conscientes, elles disent moi je veux qu'on travaille sur ça. Si l'inconscient, quand vous débarquez avec vos gros sabots en disant bon alors on va aller vers là parce que tu l'as prévu quand t'étais pleinement en possession de tes moyens, que l'inconscient il dit non on n'y va pas. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Non, en fait, si vous voulez, là, Alexandre, la sophrologie, en fait, fonctionne encore une fois, par prise de conscience. C'est-à-dire que le problème, il est ce qu'il est inconsciemment au moment où la personne vient me voir, et il y a ce qu'elle veut. Voilà. Et en fonction de ce qu'elle veut, on va faire bouger forcément ce qu'il y a derrière qui veut pas. Voilà. Ou en tous les cas, où le conditionnement dit c'est pas possible, ou je ne suis pas capable, ou ceci ou cela. Et du coup, c'est la conscience qui va d'elle-même faire bouger l'inconscient, le conditionnement. Et du coup, va apporter des réponses. Soit, encore une fois, soit par sensation, soit par image, soit par mots, ou prise de conscience fulgurante. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Frédéric Dauterive. Nous ouvrons le troisième et dernier espace promotionnel de cette émission. Frédéric Dauterive a animé cette émission Santé et Spiritualité D'_Haute-Rive. Si vous cherchez son nom, et pour le joindre, 2 numéros de téléphone, le 01 71 75 61 95. Je répète, 01 71 75 61 95, ainsi que le 07 81 50 22 70. 07 81 50 22 70. Il y a aussi un site internet, c'est le www.chemindéveil.com, tout lié, www.chemindéveil.com, et un mail frédéricdauterive@free.fr, frédéricdauterive@free.fr. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel. Je reprends l'antenne, il nous reste 20 secondes. Frédéric Dauterive, que souhaitez-vous ajouter à nos auditeurs? Eh bien, que les gens n'hésitent pas à m'appeler, parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps à écouter. Je suis très disponible, et ça surprend beaucoup de gens. Et donc, du coup, je leur permets en effet de pouvoir m'appeler, puis de me questionner, parce que je suis quelqu'un de très ouvert, et encore une fois, qui prend beaucoup de temps à l'écoute. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.